Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité ce jour, descente sur le terrain de Inès Nefer Ngani, ministre congolaise chargée de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. En visite depuis quelques jours au Bénin, elle est allée au contact de certains centres de production. Les responsables de la fondation Malé Hossou étaient face à la presse. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Les détails dans cette édition. Et bonne nouvelle pour les FARC, les États-Unis les retirent de leur liste des organisations terroristes. Une décision prise hier soir et à la veille du 5e anniversaire de paix entre ceux-ci et l'État colombien. Voilà pour le sommaire. Merci de l'attention. Inès Nefer Ngani, ministre congolaise chargée de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement en visite au Bénin, a fait ce mardi 2 descentes sur le terrain, accompagnée de la présidente de l'Organisation des femmes républicaines OFR et sous le contrôle de Véronique Toinfode Mewanou, ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance. L'hôte s'est rendu à Alada, ensuite au centre Songhai à Porto Novo. Le compte rendu avec Laurent Roland Tonenikes. Inès Nefer Ngani, la ministre chargée de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement du Congo-Brazzaville, s'imprègne du fonctionnement des structures de production au Bénin. À Alada ce mardi 23 novembre 2021, elle est allée rencontrer les femmes du groupement des productrices et transformatrices d'ananas de la plateforme Cotraf. Ici, les femmes ont présenté à leur hôte le processus de production d'ananas jusqu'à la transformation. Après l'étape d'Alada, la délégation conduite pour la circonstance par la ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode Mewanou, s'est rendue au centre Songhai à Porto Novo. La visite ici a été marquée par la présentation du site et une visite guidée dans le centre. Inès Nefer Ngani retient de ces visites la volonté de développer l'Afrique. Nous avons vu vraiment ce qu'on appelle la volonté de produire, la volonté de transformer, la volonté de vendre et surtout la fierté des produits du terroir. Et je pense que, et on le sait, l'agriculture, l'élevage doivent être des raisons, doivent être des vecteurs, des leviers pour le développement de l'Afrique. Nous ne pouvons que retenir des grandes choses, prendre des contacts et pouvoir regarder dans quelle mesure nous pouvons avoir besoin de quelques éléments au niveau de notre pays. Elle se réjouit également que les femmes soient au cœur des différentes initiatives, que ce soit à Alada ou au centre Songhai. Et sincèrement, nous sommes épatés et nous encourageons beaucoup la femme béninoise à continuer ainsi. Et nous sommes très contentes parce qu'on remarque quand même que les chefs, les directeurs dans ces centres utilisent beaucoup la femme, apprennent beaucoup de choses à la femme et c'est ce qu'on devrait faire partout parce que bon, au Bénin, on sait qu'il y a plus de 52%, les femmes sont la composante de plus de 52% de la population béninoise. Et donc je pense que c'est une très très bonne chose. Outre ses fonctions de ministre, Inès Nefer Ngani est également la secrétaire exécutive nationale de l'Organisation des femmes du Congo. Elle était, au cours de la visite, accompagnée de la présidente de l'Organisation des femmes républicaines, Alimatou Badaro. Restons dans le secteur de l'agriculture. Le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, organise dès demain, jeudi 25 novembre 2021, son premier salon international des marchés agricoles et agroalimentaires CIMA. Prévu pour durer 4 jours, cette annonce a été faite par Dossa Aguemon, directeur de cabinet du MAEP, lors d'une conférence de presse qu'il a organisée à la salle de conférence du dit ministère. Juste Defodji y était, suivons-le. La première édition du CIMA a pour thème l'agriculture béninoise à l'ère de la territorialisation, les grands défis et enjeux de la modernisation. Le CIMA, Salon international des marchés agricoles et agroalimentaires, vient révéler le potentiel des pôles de développement agricole du Bénin. D'abord, ça se concentre sur le concept de modernisation de l'agriculture, c'est extrêmement important. Et donc, il faut
attirer davantage d'investissements, parce que malgré tous ces efforts, il faut le dire, il y a encore des petits points faibles. L'investissement privé, ce n'est pas encore ça. C'est vrai qu'on a des industriels qui s'installent, des nouvelles chaînes de valeur qui s'opèrent. Quand on voit ce que nous dit la BCEAO, les gens font plus de crédits aujourd'hui pour investir dans l'agriculture, mais il reste que nous avons encore besoin de renforcer le secteur privé dans l'agriculture. Et donc, de ce point de vue, ce salon vise donc à présenter ce que nous sommes en train de faire, les résultats qui sont déjà là, en quoi est-ce que c'est intéressant, mais aussi rassurer les acteurs et que tout cela soit renforcé, surtout avec l'implication des acteurs du privé. Ce salon va réunir plus de 300 forains venus en majorité du Bénin et de l'international. Une série d'activités meuble le CIMA dans le respect strict des gestes barrières contre la COVID-19. On aura des animations de panels, des ateliers, des rencontres et autres activités diverses. Et ensuite, il y aura des expositions de produits, de services, des solutions agricoles et agroalimentaires pour les acteurs, et il y aura des événements dits spéciaux. Pour cette première édition, deux différentes dates retiennent l'attention. Du 25 au 28 novembre 2021 au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou et du 2 au 5 décembre 2021 à la place Tabera à Parakou. Passons à présent au volet santé de cette édition. Les responsables de la Fondation Malé Hossou étaient face à la presse. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de cette conférence de presse dans la sensibilisation de la population à aller se faire vacciner. Frédéric Espoir-Oumambou pour le point. La Fondation Malé Hossou décide d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. C'est à ce titre que le point essentiel de la conférence de presse a tourné autour de la sensibilisation des populations béninoises à aller faire le vaccin. Nous avons constaté que depuis le lancement de la campagne de vaccination par le gouvernement jusqu'à présent, le taux de participation de la population est très faible. En conséquence, nous invitons tous les Béninois âgés de 18 ans et plus à aller se faire vacciner dans les centres indiqués à cet effet et cela demeure gratuit. À propos des nombreuses controverses et rumeurs autour du vaccin, Yacoub Malé Hossou dira ce qui suit. Moi, Malé Hossou, ça fait plus de 3 mois que je me suis fait vacciner. Mais je n'ai eu aucun problème, aucune maladie. J'ai déjà dépassé bientôt plus de 72 ans. Et on dit que la maladie, la chasse les vieux. Les vieux ne doivent pas accepter de vacciner. Moi, j'ai vacciné. Les prouesses du gouvernement pour les 100 premiers jours de Talon 2, de même que les réformes jusqu'ici menées, ont été passées au peigne fin au cours de la dite conférence. Nous apprécions à sa juste valeur sa nouvelle politique contre les hors-la-loi et le démantèlement de toute leur stratégie de nuisance. Nous saluons également l'esprit dynamique du chef de l'État dans la négociation diplomatique des 26 trésors royaux. La Fondation Malé Hossou n'a pas manqué de plaider pour la cause des artistes béninois. Ce n'est plus un secret pour personne que les activités culturelles, artistiques et sportives sont suspendues depuis un long moment. Et nous avons constaté avec allégresse que les activités sportives ont repris terrain, en témoigne le lancement effectif de la Ligue professionnelle du football sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi nous demandons au ministre de la Culture, M. Jean-Michel Abimbola, à plaider le cas des artistes auprès du chef de l'État afin que la décision de la suspension des activités culturelles et artistiques soit levée aussi. À noter qu'au cours de la séance, les artistes comme Anis Pépé ont appelé aussi leurs fans à aller se faire vacciner.
Restons dans le domaine de la sensibilisation en écoutant cette fois-ci Cyril Goubeji, le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Dans le message qu'il adresse à l'ensemble de la population, il soutient la quinzaine de vaccination contre la COVID-19 lancée le 15 novembre par Eden TV Diaspora FM. On l'écoute au micro de Stanislas Atadenio. Cette initiative de Eden TV est une initiative qui s'inscrit dans la logique de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc vous avez pris les taureaux par les cornes pour amener nos compatriotes à se faire vacciner contre le virus de la COVID-19. Je saisis cette occasion pour demander aux usagers et administrés de l'Agence nationale d'identification des personnes, eux qui sont nombreux à se déplacer au quotidien pour demander des actes, des certificats d'identification personnelle et des cartes nationales d'identité biométrique, de ne pas oublier se soumettre au processus vaccinal. Restons en Afrique et allons en Éthiopie où la situation se tend un peu plus car les rebelles tigréens se rapprocheraient de la capitale. Du coup, les Nations Unies ont décidé d'évacuer leurs employés. S'en sont suivis le Royaume-Uni, les États-Unis et maintenant la France qui invitent ses ressortissants à quitter le pays. Washington prévient les tentatives de médiation pour une résolution diplomatique qui d'ailleurs risque de rester sans effet. Ils sont plus de 1000 Français à avoir reçu un courriel urgent de l'ambassade pour quitter l'Éthiopie dès que possible. Et pour cause, le contexte sécuritaire dans le pays se détériore de jour en jour. Une situation qui pousse les services de sécurité des Nations Unies à exfiltrer, d'ici à jeudi, les familles de leurs employés internationaux. Un échec diplomatique, confirmé par Jeffrey Feltman, l'envoyé spécial des États-Unis sur place. Il y a des progrès naissants dans la tentative d'amener les parties à passer d'une confrontation militaire à un processus de négociation. Ce qui nous inquiète, c'est que les développements alarmants sur le terrain avancent plus vite que ces progrès fragiles. Malheureusement, chaque camp tente d'atteindre ses objectifs par la force et chaque camp semble croire qu'il est sur le point de gagner. Une version alarmiste de la situation sur place, formellement démentie par le ministère de la Défense éthiopien. Il nie toute perte de terrain considérable des autorités fédérales au profit des rebelles tigréens. La propagande et les discours de terreur disséminés par les médias occidentaux contredisent pleinement l'état pacifique de la ville, donc la communauté diplomatique ne devrait pas s'inquiéter ou avoir peur. Un discours qui contraste avec les déclarations de son Premier ministre, Abiy Ahmed. Il avait appelé la population à prendre les armes pour défendre le pays contre l'offensive des rebelles, avant d'annoncer son propre départ sur le champ de bataille. À partir de demain, je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire, levez-vous pour le pays aujourd'hui. Retrouvons-nous au front. Depuis quelques semaines, le nord du pays est le théâtre de violents affrontements entre l'armée gouvernementale et le Front de libération du Tigré. Les indépendantistes ont d'abord récupéré Mekele, la capitale de la région, avant d'étendre leur contrôle aux provinces d'Amara et d'Afar. D'après plusieurs diplomates, les rebelles auraient également atteint le district de Débré-Sina, à 20 km seulement de la capitale. Une avancée considérable, toujours démentie par le gouvernement fédéral. En France, la 3e dose de vaccination contre la COVID-19 est obligatoire désormais pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Mais si elle est étendue, comment sera-t-elle accueillie par les Français? Élément de réponse. Si ça sera nécessaire, on doit suivre. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. À mon avis, si le gouvernement pense comme ça, donc on est obligé de suivre. Ouais, je préférerais pas, ouais. Pourquoi? J'aime pas les piqûres. Je pense que de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Hein. Oui, on ira, oui. Enfin, j'irai en tout cas. S'il faut, moi j'y vais. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous pour le 1er décembre. Si c'est le seul moyen, vous savez, moi je travaille dans la culture, on a été fermé pendant 16 mois. Si c'est le seul moyen qu'on ait de travailler, voilà, il faut y aller. Je sais pas, je pense qu'obligatoire, c'est jamais une bonne idée, vu la situation. Je pense qu'ils vont pas le faire parce qu'il y a les élections l'année prochaine. Donc ils vont pas le faire. Mais on est sur une situation explosive, donc soit tu as un problème politique, soit tu as un problème de santé. Donc ils vont devoir choisir un des deux. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord du tout parce que là, ça commence à bien faire, parce qu'ils commencent vraiment à toucher à la liberté, à notre propre liberté. Voilà. Donc, moi, si j'ai un avis à exprimer, je suis contre, mais contre de chez contre.
Toujours en France, la situation demeure très tendue dans les Outre-mer. Le couvre-feu a été prolongé en Guadeloupe jusqu'au 28 novembre à cause des violences qui se poursuivent. Dans l'île voisine, la Martinique, une enquête est ouverte après des tirs contre des forces de l'ordre. Les Antillais dénoncent l'application du pass sanitaire de la vaccination obligatoire pour les soignants. Mais ils demandent également une hausse des salaires. Reportage. Le constat est toujours le même. Voitures brûlées, routes bloquées, magasins pillés et des violences qui n'en finissent plus. En cause, la vaccination obligatoire du personnel soignant et des mesures sanitaires toujours plus restrictives. Parmi elles, la prolongation du couvre-feu jusqu'au 28 novembre en Guadeloupe. Et après Jean Castex lundi, le ministre des Outre-mer appelle lui aussi au calme. L'ordre républicain doit revenir. Le ministre de l'Intérieur a annoncé des renforts importants. RAID, GIGN, puisque la nuit, ce sont malheureusement des forces de l'ordre qui sont victimes de tirs à balles réelles. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter, nous devons le condamner avec force, car la violence n'a pas sa place sur le territoire de la République. En Martinique comme en Guadeloupe, la contestation sociale ne touche pas que le mobilier urbain. Les nuits de violence ont été marquées par des tirs à balles réelles, des manifestants vers les forces de l'ordre et pompiers. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Fort-de-France. Un comportement regrettable, mais la seule solution pour se faire entendre selon la population. Nous avons des points clés à traiter. Malheureusement, il a fallu que ça arrive jusque-là. Malheureusement, on a eu des élus quand même pour nous écouter. Ils n'ont pas su entendre ce que nous avons à dire. Passe sanitaire, obligation vaccinale, c'est quoi? On n'a plus de liberté chez nous. On devient violent. Voilà. On n'a jamais réglé quoi que ce soit avec la violence. D'accord? Mais je pense aussi que je trouve que si 2 jours de lutte, on va dire mercredi, jeudi, et déjà vendredi, là, on décide qu'il faut en ramener du renfort en Guadeloupe. Il n'y a même pas eu de réunion avec les locaux, le préfet ou une réunion vraiment avec tout le monde. Et que déjà, on envoie déjà des forces du GIGN, plus de 250 gendarmes et soldats. On va où là, franchement? Depuis le début de la crise, plus de 90 interpellations et 60 gardes à vue ont été effectuées. 26 Guadeloupéens ont même été condamnés, pour certains jusqu'à 2 ans de prison ferme. De leur côté, les États-Unis retirent les FARC de la liste des organisations terroristes, une décision prise hier soir et à la veille du 5e anniversaire de paix entre les FARC et l'État colombien. Pour l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu en Colombie. Il a appelé à suivre le processus de paix. Il y a aussi rencontré Ivan Duque, le président et l'ex-leader suprême des FARC, Timo León Jiménez. On les écoute. La base essentielle de la réincorporation des anciens FARC aujourd'hui est que les personnes qui ont opté pour cette voie sont désormais couvertes et ont accès aux services sociaux et à la sécurité sociale. C'est le chemin que nous, Colombiens, devons parcourir. Nous comprenons qu'il y a des obstacles, que ce fut un conflit très long qui a généré, je le répète, des blessures très profondes et qu'il y a eu beaucoup de malentendus et que malheureusement, ils ont essayé de générer des matrices qui allaient à l'encontre de l'esprit et de la lettre de ce qui a été convenu entre les FARC et l'État colombien. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.